Bonjour à toutes et à tous, hein. Ça fait très plaisir de vous voir sur ce webinaire. Je sais que c'est pas facile toujours de trouver un créneau, hein, et on est tous très sollicités sur ce type de format-là, donc ravi que vous soyez aussi nombreux sur notre session d'aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, je vais présenter rapidement les intervenants. Donc, nous avons Jonathan Guinness de OVH Cloud, qui occupe actuellement le poste de Pre-Sales Engineer, qui a un vieux routard, j'ai envie de dire, de la maison, hein, avec plus de 12 ans d'ancienneté, donc qui a fait pas mal d'autres jobs chez eux. Et puis, nous avons à ma gauche virtuelle, j'ai envie de dire, Steve Lorenzo, qui est architecte cloud chez ITS Integra. Je suis moi-même Yann Gabriel, en charge des alliances et du marketing chez ITS Integra, et j'animerai cette session. Donc, je mettrai en valeur les propos de nos intervenants experts. Quelques précisions plutôt pratico-pratiques pour expliquer le déroulement du webinaire. Il est enregistré, comme vous avez pu le constater, il y a eu un petit message quand vous êtes connecté. Nous vous communiquerons bien entendu le lien de replay et les slides qui seront présentés par la suite. On vous a tous mis en mute au niveau des micros, je suis vraiment désolé, mais c'est pour éviter bien entendu tout ce qui est interférence. Donc, on veut surtout pas vous censurer, au contraire, réagissez un maximum. N'hésitez surtout pas à utiliser le module chat pour ça. On notera l'ensemble des questions et on passera dessus à la fin de la session. Et si vous êtes d'accord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est bien parti d'un petit constat, hein. En matière de cloud public, c'est pas très compliqué de trouver de la matière en ce moment, hein. La phrase ou le titre, le cloud public plébiscité par tous, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est toutes les études et les enquêtes qui font état de cela. Alors, je me suis basé sur les chiffres Gartner. La partie chiffres dans l'absolu, c'est pas le plus important. Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est les tendances. Ce qu'on peut dire, c'est de toute manière, le cloud public en tant que tel a le vent en poupe depuis plusieurs années déjà. Il y a eu des fortes progressions chaque année et qu'il y a eu effectivement une accélération soudaine et entre guillemets violente dans le bon sens des termes à partir du mois de mars 2020 avec le contexte de la crise sanitaire. Alors, très concrètement, qu'on en creuse ce qu'il y a derrière, c'est assez simple à trouver. Donc, le cloud public présente ou représente finalement une réponse à 3 objectifs des entreprises. Donc, à la fois un accès facilité et confortable et de qualité à des outils pour les utilisateurs nouveaux télétravailleurs, donc assez massivement sur des bascules sur des postes de travail virtualisés ou des suites applicatives en ligne, stockage en ligne également. Il y a également, et ça c'est lié notamment à l'incertitude de l'époque, hein, il y a une attractivité du modèle financier, hein. Je suis 100% à la demande en OPEX, avec une facturation à la consommation, avec la possibilité de décommissionner des services aussi, entre guillemets, du jour au lendemain et de ne plus les payer, hein. C'est certainement, en temps d'incertitude, plus simple que de mobiliser des investissements sur 3 ou 5 ans. Et puis, il y a un dernier point qui concerne la continuité des services. Alors, particulièrement mise en exergue justement depuis l'année dernière par l'augmentation importante d'attaques type ransomware et autres sur les données des entreprises et des organisations d'État. Donc, et là, l'objectif recherché, c'est la disponibilité pardon, de la donnée et sa protection. Alors, on parle très régulièrement des grands du secteur, hein, on les connaît tous, les Azure, les AWS, les Google, Oracle, Alibaba et autres. Mais on parle aussi d'un acteur bien de chez nous, hein, qui est OVH Cloud, alors qui est assez médiatique, hein, pour différentes raisons, et dernièrement dans différents contextes. Alors, déjà très présent à travers son fondateur emblématique Octave Klaba, hein, et propulsé dernièrement par des sujets comme le Health Data Hub. On a tous vu les annonces de la semaine dernière, très intéressant à suivre. Faut faut avoir le cœur bien accroché parfois, mais c'est intéressant à suivre en tout cas. Parfois aussi critiqué, hein, comme acteur, puisque il veut ouvertement concurrencer les grands que j'ai nommés auparavant, donc en tant que seul acteur européen et français de surcroît. Alors nous, chez ITS Integra, en tant que MSP, nous pensons que OVH Cloud représente une alternative crédible qui fait sens dans un cloud mix, et on va vous expliquer pourquoi par la suite. Et puis, on s'est rendu compte aussi, et notamment l'incendie de Strasbourg a mis ça en exergue, il y a pas mal de confusion autour des offres, hein, chez OVH Cloud, mais aussi chez d'autres, hein, et notamment sur la notion de service de cloud public. Donc, on va parler que cloud public aujourd'hui et rien d'autre. Pas de bare metal, pas de cloud privé ou quelque chose comme ça. On va pas faire un mix des termes ou un amalgame. On va vraiment parler que de cloud public. Et on va déjà partager avec vous. Alors, je vais pas rentrer dans tous les chiffres, mais
Alors, c'est sûr que OVH Cloud n'a pas la taille d'un Microsoft, n'a pas la taille d'un Amazon, hein, personne ne peut le nier, hein. Maintenant, c'est quand même intéressant de se rappeler le poids de cet acteur-là, hein. C'est un acteur qui existe sur le marché depuis plus de 20 ans, plus de 30 data centers dans 12 pays et 2200 employés, mine de rien. Il y a des centaines et des centaines de milliers d'instances virtuelles, de serveurs virtuels, de serveurs physiques qui sont exécutés et qui fonctionnent au quotidien dans ces différents data centers. Chiffre important, 1,5 million de clients dans 132 pays. Alors là-dedans, vous avez des petits particuliers, entre guillemets, aux plus grandes entreprises et organisations d'État. C'est important de le noter. Une part importante du web français et européen aussi, hein, ça on l'a vu dernièrement. Des investissements qui sont certainement pas les 4-5 milliards que peut mettre un acteur seul à la Alibaba ou autre par an dans ses infrastructures, mais quand même à l'échelle du moins européenne, des investissements extrêmement importants, hein. On le voit 1,5 milliard d'euros depuis 2016. Et puis, un peu la fierté, ou en partie du moins, d'OVH Cloud, c'est aussi cette particularité de produire ses propres serveurs, plus d'1 million depuis 99. Ce qui fait que, avec le système de water cooling inventé par cet acteur-là, on obtient aussi un PUE au niveau data center qui est extrêmement efficient. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est OK, très bien, c'est très, très clair. Donc, c'est un acteur qui n'est pas tout petit, c'est pas un poids plume. Maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Comment est-ce que l'offre OVH Cloud se décline aujourd'hui? Et surtout, focalisons-nous sur la partie cloud public. Et pour cela, je vais passer tout de suite la parole à nos 2 experts et Jonathan pour commencer. Merci Yann, bonjour à tous. Donc effectivement, nous avons segmenté notre catalogue produits en 4 univers qui permettent justement d'adresser différents types de besoins. Ces 4 univers, vous pouvez les voir sur le slide qui est partagé par Yann. Donc, nous avons un premier univers qui est l'univers Bare Metal Cloud. Dans cet univers-là, nous allons retrouver essentiellement donc nos offres de serveurs dédiés. Donc ça consiste tout simplement à vous mettre à disposition, en location justement des serveurs, physiques avec différentes gammes qui permettent d'adresser justement différents types de besoins. Donc on va retrouver des gammes notamment orientées, stockage, des gammes plutôt orientées, virtualisation, une gamme spécifique pour tout ce qui est, game, des gammes également qui vont intégrer les derniers composants, les dernières innovations hardware. Donc ça, c'est le 1er univers et ensuite on retrouve également un univers qui s'appelle Hosted Private Cloud. Donc là aussi, on vous met à disposition avec cet univers-là justement, une infrastructure qui physiquement parlant est dédiée, comme sur du bare metal, mais on va également y intégrer une couche de virtualisation, en l'occurrence donc du VMware vSphere qui sera, totalement managé par OVH Cloud. Et en gros, vous avez un accès vSphere as a service pour ensuite, procéder justement à la gestion de vos services, au déploiement de vos machines virtuelles, au déploiement de vos applicatifs. Donc ça, c'est vraiment donc la partie bare metal hosted private cloud, c'est tout ce qui va être, infrastructure physiquement parlant dédiée. Et après, on va retrouver donc l'univers qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, donc l'univers public cloud qui regroupe un ensemble de solutions, donc des solutions d'infrastructure, yes, mais également donc des solutions de plateforme as a service qu'on détaillera un petit peu plus tard. Sur du cloud public, on est, sur la mise à disposition justement de solutions qui la plupart du temps disposent de ressources garanties. Si je prends par exemple le cas de nos solutions justement, de nos instances public cloud, vous allez disposer de ressources garanties. Par contre, l'infrastructure physique sous-jacente, quant à elle, est mutualisée. C'est-à-dire que potentiellement cette infrastructure est partagée avec d'autres clients. Et le dernier univers justement, c'est l'univers donc web cloud. Donc ça, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, l'activité, historique d'OVH Cloud, hein, celle qui est proposée justement depuis plus de 20 ans, qui, consiste tout simplement à vous mettre à disposition des solutions autour justement de l'hébergement de sites internet, de noms de domaine, mais également justement des solutions autour du travail collaboratif où on retrouve par exemple du Exchange, du SharePoint et cetera. Si on va un petit peu plus loin également, si Ouais, tu peux juste ouais, pardon. ouais, pardon. Sur les 3 univers, donc bare metal cloud, hosted private cloud et public cloud, ces solutions-là sont interconnectables, au travers de ce qu'on appelle le VRAC chez OVH Cloud. Donc tout simplement, hein, le VRAC permet de pouvoir faire communiquer l'ensemble de ces, différentes briques produits au travers justement d'un réseau qui est complètement isolé du réseau public, complètement sécurisé. En gros, le VRAC vous permet d'avoir accès à 4000 VLAN qui vont vous permettre justement de répartir
ces différents produits, ces différents services. Mais également, on est sur une technologie qui est multi-data center, c'est-à-dire que potentiellement, ces services peuvent être déployés sur différentes localisations et communiquer justement entre eux de façon complètement sécurisée. Verac qui peut même être étendu jusqu'aux infrastructures on-premise. Donc là, on est vraiment effectivement sur une notion de cloud hybride au travers justement d'une solution qui s'appelle l'OVH Cloud Connect qui permet en fait d'étendre le Verac jusqu'aux infrastructures on-prem. Et donc tout ça, toutes ces solutions bénéficient justement de la protection anti-DDoS qui est mise à disposition par OVH Cloud, qui est intégrée de base sur l'ensemble de nos solutions, et d'une capacité également réseau global qui aujourd'hui justement est aux alentours de 22 terabits. En ce qui concerne justement les segments de marché, et si justement on se focalise un peu plus sur l'univers justement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'univers public cloud, nous souhaitons donc justement, au travers de cette offre de cloud public, couvrir 3 segments de marché. Le premier segment de marché qui est couvert justement par cette offre de cloud public, c'est ce qui va consister en la modernisation justement de l'IT. Tout simplement, le fait de délocaliser justement des workloads sur du cloud public permet justement d'accroître la fiabilité et la scalabilité de l'infrastructure et donc la disponibilité des applicatifs qui y seront déployés. Autre segment de marché couvert par cette offre de cloud public, c'est donc la création d'applications cloud native. Donc là, on est en plein au niveau de ce segment-là dans la mouvance DevOps et ça va consister tout simplement à mettre à disposition des solutions permettant d'orchestrer des ressources. Donc on va en parler notamment par exemple au travers de notre offre Kubernetes Manager, mais également justement de pouvoir automatiser justement du déploiement d'applicatifs. Et ça va passer notamment par l'utilisation de solutions d'infra as code qui sont compatibles justement avec les technologies public cloud proposées par OVH Cloud. Et enfin, donc le troisième segment de marché qui est couvert, c'est tout ce qui va être création d'applications intelligentes grâce à l'intelligence artificielle. Donc OVH Cloud, sur la base justement de son infrastructure cloud publique, a développé un ensemble de services PaaS qui vont vous permettre justement de pouvoir déployer des solutions justement en lien avec l'intelligence artificielle. Donc on a par exemple une solution, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais qui permet notamment d'entraîner justement des modèles d'intelligence artificielle et ensuite de les déployer en production. Tout ça dans le but justement tout simplement de pouvoir créer des applications dites intelligentes. Donc ces segments de marché définissent véritablement justement les orientations stratégiques de notre offre de cloud public. Donc avec les trois orientations dont on a déjà parlé, donc la mise à disposition d'infrastructures robustes, la mise à disposition également de plateformes permettant justement le déploiement d'un écosystème d'applications. Et donc le troisième pilier, le portefeuille complet justement pour l'accès à des solutions en rapport avec la data science. Et toutes ces différentes solutions sont intégrées dans un écosystème global. Alors justement, si on parle de votre écosystème et en faisant le focus sur ITS Integra, Steve, moi j'aime bien toujours savoir vraiment concrètement ce qui est proposé et notamment sur les différentes couches que tout le monde comprend hein, aujourd'hui, j'imagine en tout cas, le IaaS typiquement. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous en dire un peu plus? Ouais. Alors en fait, sur le public cloud OVH, on va retrouver un catalogue de différents services comme on va le voir. Sur la partie compute, on va retrouver en fait des instances que l'on retrouve également chez les différents cloud providers américains, hein, où on va retrouver des instances pour du test qu'on retrouve sous le nom de sandboxing, mais également aussi des instances un petit peu plus robustes avec plus de performance pour des besoins par exemple d'hébergement de BDD ou même d'applications de big data avec les instances en Badge et IOPS. Pour la partie stockage, on va faire un petit focus sur la partie Object Storage et Instance Backup qui sont très intéressants. Pour la partie Object Storage, c'est un service très utilisé pour les applications web car il va permettre d'héberger des données, fichiers statiques pour les rendre disponibles à l'aide d'un accès sécurisé HTTPS ou via des API OpenStack ou S3. Alors, cette solution elle est très scalable car le stockage est quasi illimité et surtout le client il est facturé au client aux données giga consommées et non déployées. Pour la partie instance backup, c'est un service qui va permettre de réaliser un export d'un disque d'une instance compute
Et il a noté également que la partie sécurisation de la donnée du stockage, elle est faite à l'aide d'une triple réplication. Pour la partie network, on va parler du service Private Network qui est le déploiement des réseaux privés sur lequel il est appuyé par le service Verac de VH qu'a présenté Jonathan. Également, la partie Security Group qui est l'application d'ACL et le service de load balancer qui est lui uniquement pour le moment disponible pour les clients utilisant le service managé Kubernetes. On va retrouver également 2 services en bêta actuellement, comme le Floating IP qui est la gestion des IP publics et le Virtual Router qui est l'implémentation d'une appliance réseau. Pour la partie un petit peu management, on va retrouver un accès aussi à l'interface Horizon, les commandes, lignes de commande OpenStack et également les API OpenStack pour un petit peu l'administration poussée. Et également une petite partie un petit peu gestion financière et également de l'accès à ce tenant public cloud avec l'user management. Alors ça c'est d'un point de vue vraiment plutôt IaaS. Ce qu'on a vu, en entrée, en entrée dans la matière, on a vu que on va dire les services qui accélèrent le plus et qui ont le plus de parts de marché aujourd'hui dans le cloud mix sont typiquement le SaaS et le PaaS, donc des services plus à valeur ajoutée, prêts à la consommation, qui vont aider le client dans ses décisions de business, dans le fait d'accéder à plus d'innovation. Est-ce que Jonathan, vous proposez ça aussi dans votre catalogue ready to consume? Bien sûr, bien sûr. Donc ce sont des solutions effectivement qui sont basées sur les briques dont a parlé justement Steve. Donc on est véritablement basé effectivement sur ces briques OpenStack qui nous ont permis justement de construire des solutions, typiquement par exemple si on part de containers et d'orchestration, notre solution donc de Kubernetes managé repose justement sur du cloud public OpenStack. Et donc, ce qui est intéressant avec cette solution-là, c'est que vous avez la possibilité en fait de disposer d'un cluster Kubernetes totalement administré par OVH Cloud, dans le sens où justement le master Kubernetes est déployé de façon complètement automatique, et vous aurez juste donc à déployer ensuite vos worker nodes Kubernetes et ensuite à déployer vos applicatifs. Ce qui est intéressant également sur cette solution-là, c'est l'aspect facturation, dans le sens où tout simplement que vous déployez une instance publique cloud ou un worker node Kubernetes, la tarification ne change pas. C'est-à-dire que la tarification est liée à l'instance en elle-même, peu importe que cette instance soit une instance, j'ai envie de dire, nue, ou une instance intégrée justement à un cluster Kubernetes. Donc on a effectivement cette solution de Kubernetes managé avec justement une option associée qui est typiquement par exemple l'option Manage Private Registry qui permet tout simplement de stocker les images de conteneurs applicatifs. On retrouve également des notions d'orchestration liées directement aux technologies OpenStack utilisées par OVH. Donc tout simplement à la notion de gestion d'images, de catalogue d'images. Ça, c'est lié tout simplement à l'utilisation de la brique OpenStack Glance qui permet de faire ça. On retrouve également des notions de workflow management via OpenStack Mistral ou d'orchestration, typiquement par exemple avec OpenStack HIT. Donc ça, c'est plutôt pour la partie conteneur orchestration. On retrouve également un ensemble de solutions orientées data analytics avec une première offre qui est l'offre Big Data Cluster qui permet tout simplement de pouvoir déployer un cluster Hadoop en un clic et en moins d'1 heure. Pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de déployer un cluster Hadoop, c'est relativement fastidieux. Là, le pari, c'est effectivement de vous proposer un déploiement en un clic et vous restez administrateur effectivement du cluster. Autre solution, la partie data processing qui est basée sur Apache Spark et qui permet en fait tout simplement d'avoir à la demande une solution permettant de processer de la donnée avec un dimensionnement automatique du cluster justement en fonction de vos besoins. Et enfin, donc la partie intelligence artificielle et machine learning, où on va retrouver donc notamment, alors Steve en a parlé tout à l'heure, mais des instances notamment orientées GPU, avec des GPU intégrés, et avec lesquelles on vous met à disposition donc un accès à la plateforme NVIDIA NGC, qui vous permet en fait de disposer d'un certain nombre de templates ou de frameworks orientés justement intelligence artificielle. Et nous avons également donc développé des solutions PaaS,
dont je parlais tout à l'heure, hein, notamment AI Training, hein, qui permet de pouvoir entraîner justement des modèles d'intelligence artificielle et ensuite de les mettre en production et de les exposer justement au travers d'une API grâce à la solution ML Serving. Enfin, dernière solution, proposée qui est actuellement en bêta, c'est la partie donc, marketplace. Marketplace en rapport avec l'intelligence artificielle qui vous permettent d'exploiter un ensemble de solutions justement d'intelligence artificielle au travers d'API exposées directement au travers de cette marketplace. Merci Jonathan. Alors, tu as beaucoup parlé d'OpenStack. On a bien compris que c'est un parti pris fort, hein, un choix extrêmement fort que vous avez fait à l'époque. Est-ce Mmh. que tu peux, s'il te plaît, en parler un tout petit peu plus pour qu'on comprenne bien? Bien sûr. Alors comme je l'ai déjà expliqué, donc OpenStack, c'est véritablement le fondement de l'ensemble de nos solutions de cloud public. Alors, si on parle un petit peu plus en détail de ce que c'est qu'OpenStack, donc OpenStack, c'est un ensemble de composants logiciels open source et ça a beaucoup de valeur et beaucoup d'intérêt pour OVH Cloud parce que justement, on souhaite promouvoir au maximum, des technologies open source. C'est un peu justement dans notre ADN de promouvoir ce type de technologie et c'est pour ça justement qu'on a souhaité, en priorité justement travailler avec ces technologies OpenStack dans le cadre du développement de nos solutions de cloud public. Et donc, pour chacun de ces composants logiciels open source, alors on peut en citer plusieurs, mais par exemple, si on parle de tout ce qui est compute, on va parler d'OpenStack Nova. Si on parle de stockage, on peut parler par exemple pour la partie object storage OpenStack Swift, ou si on parle de réseau, on peut parler d'OpenStack Neutron. Alors tout ça, c'est intégré effectivement à notre offre. C'est ce qui permet justement d'opérer notre offre de cloud public. Et tout ça, c'est accessible soit au travers justement de l'espace client OVH Cloud, donc le déploiement, la gestion de ces solutions-là peut se faire au travers de l'espace client, mais également au travers justement de l'espace de gestion donc, natif d'OpenStack qui s'appelle Horizon, ou au travers directement des API OpenStack. Et ça permet tout simplement de ne pas avoir de vendor lock-in, c'est-à-dire que tout simplement, nous n'avons pas appliqué de surcouche et d'API spécifiques et propriétaires OVH Cloud au-dessus de ces technologies open source et nous mettons directement à disposition ces API open source. Ce qui va garantir justement aux solutions que vous allez développer un niveau de portabilité, d'hybridité avec d'autres fournisseurs de cloud. Donc il y a une notion en fait de réversibilité qui est très importante pour OVH Cloud. Ok, c'est très clair pour moi. Steve, en termes de management, on a parlé rapidement tout à l'heure dans les différents services du catalogue de base IaaS. Le management, je pense que typiquement pour un MSP pour nous, c'est particulièrement important d'avoir des outils assez puissants derrière. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire quelques mots sur le fameux OVH Cloud Manager? Ouais. Alors, les méthodes d'administration sont un petit peu variées. Donc là, on va retrouver par exemple le VH Cloud Manager, qui est lui en fait une interface web qui a comme rôle point central de la gestion des différents projets OVH d'un client. Il va permettre par exemple de déployer des services, mais également de visualiser les services qui ont été déployés. Quand on va visualiser un petit peu les services qui sont déployés, on va retrouver des informations telles que les adresses IP, telles que le stockage, peut-être aussi le statut d'une ressource. On va également aussi retrouver sur le OVH Cloud Manager des liens directs vers de la documentation OVH un petit peu partout où on va aller. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, le OVH Cloud Manager, il ne va pas se substituer à d'autres interfaces d'administration un petit peu plus avancées. Comme l'a dit Jonathan, il y a l'interface Horizon, mais également, il y a aussi les API OpenStack qui va vraiment permettre une administration un petit peu beaucoup plus avancée, mais également aussi d'automatiser certaines tâches à l'aide de justement ces API OpenStack. OK, c'est très clair pour moi. Alors, un sujet qui est pas toujours facile à cerner, hein, je pense que pour le coup, c'est assez simple. Jonathan, les SLA, les engagements de niveau de service, c'est pas toujours facile à approcher dans un contexte cloud public pur. Il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet-là. On comprend pas toujours très très bien ce qu'on a signé, pas signé, à partir du moment où le hyperscaler ou le cloud provider est encore dans les clous ou pas. Je crois que c'est assez simple chez vous, hein. Donc, est-ce Mais que tu peux, s'il te plaît, nous le présenter?
Bien sûr. On a voulu vraiment effectivement avoir une approche qui soit la plus lisible possible. Mmh. Alors, vis-à-vis de la facturation, on y reviendra plus tard, mais également vis-à-vis des SLA. Donc en fait, on va avoir des SLA qui seront adaptés en fonction justement de la gamme d'instances sélectionnées. Si je prends par exemple le cas des instances CPU, RAM ou ce qu'on appelle les instances balanced ou même les instances GPU, on va avoir un SLA à 99,99% sur la disponibilité, l'accès justement à ces instances. Sur les instances IOPS, on sera sur un SLA qui est un petit peu plus faible, qui est à 99,90. Et sur les instances donc Sandbox, qui sont véritablement orientées, comme Steve l'a indiqué tout à l'heure, plutôt développement, plutôt test, justement, on va avoir un SLA qui sera un petit peu plus faible à 99,95%. OK. Donc c'est vraiment plutôt simple, plutôt lisible effectivement, et c'est véritablement justement le positionnement que souhaite avoir OVH sur ce marché du cloud public. Absolument, et c'est là où aussi où clairement nous, en tant qu'MSP, on peut apporter de la valeur ajoutée dans le sens où il y a pas de notion de service managé, hein. C'est avant tout l'opération des services de cloud public, hein, donc en XaaS. Par contre, si, un client cherche de la réactivité, sur incident ou sur une demande ou cherche encore, des engagements par ailleurs, liés à des architectures spécifiques qui sont montées, sur la base de ces services-là, bah, typiquement, c'est au MSP comme nous de déconstruire avec les clients. On rappelle à ce moment-là que, et ça, c'était une réalité un peu dure, qui est un peu dure parfois, mais le cloud public, finalement, c'est comme des briques de Lego et c'est à chacun de construire ensuite ce qu'il veut construire. Mais ça ne se fait pas tout seul. Tout à fait. Voilà. Alors, tu parlais des SLA, c'est très simple, même moi je le comprends. Tu parlais également des prix. Alors, vous avez toujours eu un positionnement extrêmement agressif là-dessus, hein. Je me Oui. rappelle très très bien encore même il y a 20 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors vous pouvez voir ici effectivement un petit, comparatif. Alors c'est pas toujours de comparer juste, facile de comparer les offres des différents cloud providers parce que les offres ne se ressemblent pas, toujours forcément. Mais on a essayé justement de comparer des modèles d'instances qui étaient plus ou moins similaires et ce qu'on peut constater, c'est que, comme Yann l'a indiqué justement, hein, le fait qu'on maîtrise l'ensemble justement de la chaîne, alors la chaîne de production, on construit nos propres serveurs, on opère nos propres data centers, nous opérons notre propre réseau. Nous utilisons également massivement des technologies comme le water cooling justement qui nous permettent d'avoir une efficience justement assez importante sur la consommation énergétique, va nous permettre justement d'être très très bien positionnés généralement vis-à-vis des prix qui sont pratiqués sur des modèles d'instance plus ou moins similaires à ce qu'on peut retrouver justement chez les différents cloud providers concurrents. Ce qui est également, je pense, important de mettre en lumière, c'est le fait que chez OVH Cloud, le trafic avec nos instances est inclus. Et ça, c'est un élément qui est différenciant par rapport justement à d'autres cloud providers, notamment les cloud providers qui sont listés ici, qui vont venir facturer le trafic, ce qui vient obscurcir entre guillemets hein, la facturation justement et ce que vous allez payer en fait réellement à la fin du mois. Chez OVH Cloud, vous ne retrouverez pas typiquement de calculatrice vous permettant d'estimer votre consommation à la fin du mois. Chez nous, la facturation est plutôt claire, plutôt lisible, dans le sens où pour une instance qui est facturée 22 € hors taxe par mois, si vous l'utilisez sur un mois complet, elle sera facturée 22 € hors taxe par mois. Il n'y aura pas de variabilité au niveau justement de cette facturation liée à notamment une consommation du trafic. Et ça peut effectivement être un argument de poids parce qu'il y a pas mal d'organisations qui sont déjà retrouvées avec de très mauvaises surprises, hein, très clairement, en Tout à fin fait. de mois, sur de la consommation qui était pas vraiment prédictible, du moins pas au départ. Euh, alors, très intéressant sur les prix, effectivement. Alors, il y a eu notamment quelques nouvelles en début d'année sur le label Secnum Cloud et autres. Je sais que la certification chez OVH Cloud est un point de développement et un axe de développement extrêmement important, à la lumière aussi du Health Data Hub, hein, très clairement, hein, et plein d'autres applications. Euh, Rappelons quand même les services certifiés, hein.
Oui, donc alors l'intégralité de nos offres sont des offres, dites souveraines, tout simplement parce que nous sommes un cloud provider européen avec des data centers en Europe et donc complètement isolés vis-à-vis justement du Cloud Act, par exemple. Mais nous avons également souhaité justement, certifier l'ensemble de nos solutions et depuis le début d'année, comme l'a dit Yann, nos offres de cloud public sont également, certifiées et donc on va retrouver notamment une certification qui est la certification ISO 27001 qui est, un gage de sécurité vis-à-vis justement de ces offres de cloud public. Et on peut constater que la grande majorité justement de nos briques public cloud disposent de cette certification ISO 27001. Clairement. Et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur aussi, hein, c'est l'hébergement de données de santé. La certification, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, hein, avec OVH Cloud, pour la petite histoire, typiquement d'un client commun qui a une partie de ses infrastructures chez nous et une partie des infrastructures chez OVH Cloud, et qui cherchait justement à mettre peut-être un peu plus d'harmonie là-dedans. Tout à fait. Donc, on va également retrouver cette certification HDS sur la grande majorité justement de nos offres de cloud public. Et on parle de certification HDS, alors bien évidemment pour la France, mais c'est également quelque chose qui est transposable. On a déjà mené l'exercice, hein, mais dans d'autres pays européens, et notamment donc en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne. Alors, toujours de l'orientation français et européen. Complètement. J'ai envie de souligner ça. Alors, Steve, je sais que tu Ouais. passes, non pas un temps fou, mais tu passes pas mal de temps à scruter régulièrement la roadmap OVH Cloud. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte déjà? Ouais, comme tu l'as dit, voilà, c'est un outil qui est très intéressant, donc je passe du temps dessus. Donc voilà, je suis vraiment utilisateur de cette roadmap. Donc l'avantage déjà de la roadmap, c'est quelque chose qui est disponible publiquement. Voilà, ça va nous permettre de suivre un petit peu l'avancée sur le déploiement de nouveaux services que propose le public cloud d'OVH, mais également aussi de suivre l'avancée de certains services qui sont, par exemple, en bêta, comme on l'avait vu plus tôt dans ce webinaire. Sur cette partie un petit peu alerte, on a la possibilité d'activer des notifications pour être vraiment alerté sur vraiment une nouveauté. En plus de ça, il y a une partie qui est très intéressante, qui est la partie un petit peu interaction, où vraiment cette roadmap, elle est inclusive, qui va vraiment permettre de fédérer les différentes équipes techniques pour pouvoir discuter d'un service qui est actuellement sur la roadmap, ou peut-être pour proposer un nouveau service. Et justement, cette partie communication, elle passe à l'aide de votes, mais également de commentaires sur les différentes catégories qu'on trouve actuellement à l'écran. Donc, toujours quelque part avec cet ADN open source, partage, collaboration, et avancer ensemble. Exactement. Ah, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, très concrètement, et Jonathan va nous présenter ça, il y a des cas d'études qui sont extrêmement intéressants, donc qui montrent bien comment ça peut se matérialiser, cette offre. Et je lui passe tout de suite la main là-dessus. Oui, donc effectivement, on a sélectionné en fait 3 cas d'usage qui montrent un petit peu justement ce que font déjà des clients existants avec nos solutions de cloud public. Donc le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage qui est orienté e-learning, alors qui est forcément un sujet d'actualité, hein, dans la période que nous traversons à l'heure actuelle. Et donc la société en question, c'est la société Applim, qui est spécialisée donc dans l'édition de logiciels de gestion justement pour les écoles et qui a souhaité justement, suite à la crise sanitaire, déployer une architecture hybride. Donc, en fait, ils avaient déjà un applicatif qui était déployé, sur du hosted private cloud et le défi, en fait, qui était rencontré par Applim, c'était justement de pouvoir faire face à des pics de charge assez importants, surtout sur le sujet de l'e-learning. Forcément, les pics de charge heu, sont forcément importants en ce moment. Et donc, Applim a déployé une infrastructure hybride, donc est venu en fait mixer du hosted private cloud et des instances public cloud qui étaient provisionnées justement à la demande. Donc là, on retrouve véritablement justement le côté, pay as you go du cloud public. Et donc cette infrastructure à la demande a été déployée pour pouvoir gérer ces pics d'activité justement durant le confinement. Et en tout, donc Applim avait la capacité de déployer environ 300 instances public cloud en renfort justement dans son infrastructure en fonction justement des pics de charge qui étaient monitorés. Ça représente tout simplement, et ça a permis en fait à Applim de diviser le coût initial de son infrastructure pratiquement par 2, avec une taille d'infrastructure qui a été à contrario, multiplié par 2 et une utilisation justement des services d'Applim qui a été multipliée par 5.
Autre cas d'usage, qui est donc la traduction via l'intelligence artificielle, et c'est donc le cas d'usage de Sistran, qui est un éditeur de solutions donc de traduction automatique pour les entreprises. Et donc la solution qui a été développée par Sistran, forcément on parle d'intelligence artificielle, donc qui dit intelligence artificielle dit également besoin d'accès à des GPU justement relativement puissants. Et en fait, Sistran avait une solution qui historiquement était déployée sur le cloud d'AWS. Et donc la migration justement des solutions de Sistran d'AWS vers OVH Cloud a pu permettre justement de ne plus être soumis au vendor lock-in qui peut être justement lié à l'utilisation des services AWS. Comme vous le savez, hein, lorsque vous utilisez les services AWS, vous utilisez les API d'AWS. Et en passant justement chez OVH Cloud, vous allez utiliser, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des API open source, les API OpenStack. Donc plus de vendor lock-in. Également, le fait de migrer les services justement a permis à Sistran de dégager justement des marges beaucoup plus importantes, d'avoir une meilleure prédictibilité vis-à-vis justement des coûts. On en parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, hein, le fait de migrer sur un cloud souverain a pu permettre de renforcer la protection des données qui étaient stockées sur la plateforme déployée par Sistran. Ok. C'est très clair. Et un dernier cas d'usage sur un sujet hein, qui est brûlant et Oui, très donc passionné, donc la fameuse souveraineté européenne. alors, on en parlait à l'instant avec Sistran, mais c'est encore beaucoup plus valable, j'ai envie de dire, avec l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est un cas d'usage, effectivement, qui est lié à l'ESA. Hein. Et l'ESA, en fait, utilise les services d'OVH Cloud pour pouvoir stocker les données provenant de satellites. Hein, c'est ce qu'on appelle le projet Copernicus. Et ces données, justement, qui viennent de satellites sont actuellement stockées chez nous, en partie. Sur de l'object storage, et ça représente à l'heure actuelle donc 26 pétas de données stockées chez nous. Donc on est sur des volumétries qui sont quand même très importantes. Donc 3 pétas de données stockées à proprement parler sur de l'object storage et 23 pétas de données qui sont stockées sur du cloud archive. Donc il y a un dérivé de l'object storage, mais avec une tarification associée encore plus faible. Le traitement de ces données est quant à lui effectué au travers d'une solution Hosted Private Cloud. Donc le compute, le processing de ces données est fait avec du Hosted Private Cloud. Ce qui est intéressant également de savoir, c'est que tous les jours, ce volume de données grossit puisque nous ingérons justement 60 Tera de données au quotidien. Donc l'utilisation justement de la plateforme Object Storage d'OVH Cloud garantit justement d'avoir une plateforme qui soit totalement scalable et qui sera capable justement de répondre à un certain nombre de sollicitations, en l'occurrence justement des centaines de connexions simultanées d'utilisateurs justement au quotidien. Effectivement, là, on parle de volumes de données qui sont déjà très très importants. Hein. C'est le moins qu'on Effectivement. puisse dire. Quand je disais pas un poids plume, c'est bien une bonne preuve là. Alors, tu en as parlé dans les orientations stratégiques, Jonathan, sur l'importance de développement de votre écosystème, donc en termes de partenaires. Hein, on a parlé d'OpenStack, on a parlé un tout petit peu de nous, ITS Integra, comme MSP. Vous en avez plein d'autres partenaires MSP, mais aussi des éditeurs, des intégrateurs. Des gens comment dire, des génies de l'innovation. Pour vous, c'est un pilier qui est extrêmement important. Pour nous, c'était quand même important aussi de se refocaliser là-dessus à la fin de la présentation pour bien positionner comment on peut être compatible entre un acteur comme ITS Integra et OVH Cloud. Alors que pendant très 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 longtemps, on répondait à nos prospects, aux clients, en disant non, on n'est pas du tout concurrent ou quoi que ce soit. Si vous allez chez eux, vous allez chez nous, ça n'a rien à voir, et ainsi de suite. Finalement, ce discours-là a été complètement chamboulé sur les dernières années avec l'avènement du cloud public et une approche un peu différente. Et pour moi, effectivement, c'était vraiment l'objectif aussi du webinaire, c'est de ressortir de ça en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, je peux m'appuyer sur plein de partenaires dans l'écosystème OVH Cloud pour faire ce que j'ai envie de faire. Steve, je te C'est laisse la ça. main là-dessus. Exact. Bah, comme tu l'as dit, voilà, c'est vraiment un plus, cette alliance un petit peu OVH ITS Integra. Comme aussi, il est important de préciser qu'en fait, on est partenaire OVH, ce qui nous donne aussi un droit d'accès au plus haut niveau de support OVH, qui est le niveau Enterprise. Pour dire rapidement les avantages justement de ce niveau de support, c'est qu'on a un interlocuteur OVH qui nous est dédié. On a aussi également un accès au support assez rapidement.
On a eu par exemple des cas où après 15 minutes d'ouverture d'un ticket ou de prise de contact, on a une réponse. Et du coup, en plus de cette partie un petit peu partenaire, support, on est également du coup disponible à l'intégration de services SaaS, mais également aussi un petit peu des services un petit peu plus innovants, comme vient de montrer les cas d'usage de Jonathan, où on parlait par exemple d'intelligence artificielle. On a aussi également un rôle sur le conseil à la migration, à l'intégration, mais également à l'architecture de vos différents environnements sur le public cloud, ou si besoin pour faire un petit peu du multi-cloud qui est un petit peu la tendance du marché actuellement. En- Ouais. Non, pardon, excuse-moi. Vas-y, je continue. Aussi, dans ce rôle de MSP, c'est aussi d'apporter des solutions supplémentaires au catalogue OVH qui aujourd'hui ne va pas proposer aussi des services de sécurité supplémentaires sur certains environnements. On va parler par exemple d'un PRA sur le public cloud qui aujourd'hui, avec OVH, on travaille sur une solution de mise en place justement de ces opérations de réplication pour permettre vraiment une réplication totale de certains environnements, si bien entendu le client souhaite le mettre en œuvre. Aussi également sur la partie ajout de couches de sécurité supplémentaires ou même d'infogérance sur les environnements à déployer chez OVH Cloud. On va permettre aussi l'implémentation de services supplémentaires comme de la sauvegarde, de la supervision ou également venir un petit peu avec nos appliances réseau qu'on utilise chez nous et également aussi du patch management pour voilà, avoir toujours des workloads un petit peu bien sécurisés. Donc, en gros, ça veut dire que les acteurs comme nous hein, et vos autres partenaires, enfin, finalement, on est surtout là pour apporter au client final ce qu'il ne retrouve pas forcément chez OVH Cloud aujourd'hui, du moins, c'est-à-dire c'est les services managés, c'est-à-dire c'est un travail d'accompagnement plus poussé sur notamment la partie architecture et architecture des services, pas que des infrastructures. Et je pense que ça, c'est vraiment, pour résumer ça, c'est vraiment très, très important. C'est l'éléphant dans la pièce, mais effectivement, l'incendie de Strasbourg dernièrement a mis ça quelque part en lumière aussi. C'est qu'il y avait plein de clients qui disaient alors, au final, il y a beaucoup de clients qui n'étaient pas si impactés que ça. Il y a d'autres clients, par contre, qui comprenaient tout simplement pas pourquoi ils avaient une indisponibilité prolongée, en disant, mais je comprends pas, pour moi, j'étais sur des clouds. Et donc, pour moi, nativement, ça a été répliqué un peu partout. Quand on en grattait un tout petit peu, on se rendait compte que c'était potentiellement pas du tout du cloud public, mais c'était peut-être du bare metal ou du cloud privé, qu'il n'y avait pas de service de backup réellement consommé, qu'il n'y avait pas forcément de mécanisme de DR mis en place, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, quand on revient aux briques de Lego et ce qu'il faut construire, bah, typiquement, des gens comme nous, on est là pour aider aussi, pour prendre par la main et pour aider à construire l'ensemble qu'on veut cibler, quoi. Exactement. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'aime beaucoup de toujours garder un peu de temps, au moins un quart d'heure pour les questions et nos réponses. Alors, j'ai déjà quelques questions. On va, hop là, on va démarrer par une première question de Teddy Pivoto. Alors, bon, je vous la lis, hein, vous écoutez attentivement, hein, Jonathan et Steve. Oui. Par rapport à la slide sur les tarifs, sur le site OVH, on voit que le composant Object Storage facture le trafic sortant. Il y a le lien qui va avec. Est-ce Oui. que ce trafic sortant est payant si on passe par une web API à nous? Donc, requête extérieure vers l'API web, vers l'object storage. Alors, effectivement, donc sur la partie Object Storage, c'est l'une des seules offres où on va retrouver une facturation liée au trafic. Et effectivement, sur la partie trafic sortant. Donc, tout ce qui va être trafic sortant, quel qu'il soit, donc dès que vous allez vouloir récupérer des données stockées dans l'Object Storage, ce trafic sera facturé. Ok, On est sur une tarification associée à 1 centime le giga sortant. d'accord. Ok. J'ai une question aussi de Thierry, que je salue par ailleurs, une vieille connaissance. Donc, pourquoi l'utilisation des solutions open source est si importante sur un cloud public, sachant que cette différence n'est pas toujours présente chez les autres hyperscalers? Quelle différence concrète pour les données des clients? Donc, l'utilisation des open source. Bah, tout simplement, hein, le fait d'utiliser des technologies open source permet de garantir un niveau de réversibilité, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que si on avait développé nos propres technologies, nos propres API, j'ai envie de dire que les clients, en quelque sorte, seraient potentiellement enfermés chez nous
et potentiellement les outils d'industrialisation ou les outils de déploiement automatique qui auraient été développés justement par ces clients ne seraient valables que chez OVH Cloud. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas, justement, en se basant sur ces technologies open source, en l'occurrence sur les technologies OpenStack, les scripts Terraform que vous auriez pu développer ou potentiellement les outils que vous auriez pu construire qui sont basés sur ces mêmes API fonctionneront exactement de la même façon chez d'autres cloud providers qui exposeraient les mêmes API OpenStack. OK. S'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas dans le module de chat, hein. Il y a aussi des questions qui nous parviennent en message privé, notamment de quelques connaissances et autres anciens. Je regarde, je les prends sans ordre particulier. Par exemple, à quel niveau estimez-vous encore l'attachement réel des entreprises françaises à la territorialité des infras et des données? Avec quelques précisions de données en exemple, hein, typiquement Carrefour, Renault, SNCF et autres qui ont sur les derniers mois signé avec des grands hyperscalers américains plutôt, hein. Jonathan, je te laisse la réponse là-dessus et après je... Bah, on a toujours, en tout cas, on a essayé de promouvoir au maximum chez OVH Cloud le côté multi-cloud justement, hein. C'est-à-dire que le but du message, ce n'est pas de vous dire de vous passer des services proposés par les cloud providers américains. C'est pas du tout ça le message. C'est effectivement, les cloud providers américains vont proposer des services qui sont intéressants. Mais par contre, pour certains types de données, il est nécessaire justement en Europe de retrouver un cloud qui soit souverain. Et c'est véritablement justement le but aussi des solutions qui sont proposées par OVH Cloud, c'est de vous proposer un cloud souverain qui vous permette de garantir justement un certain niveau de confidentialité vis-à-vis des données qui sont stockées dans ce cloud. Si tu permets, je rajouterai effectivement ce qu'on voit aujourd'hui chez nous, hein, chez les clients ITS Integra, on a des clients qui sont, pour X raisons, qui n'ont pas la possibilité réellement aujourd'hui d'aller vers un cloud public d'un GAFAM ou un hyperscaler américain, chinois ou autre, pour différentes raisons réglementaires et ainsi de suite, aussi de philosophie derrière, donc où il y a vraiment une barrière extrêmement forte, psychologique ou autre, mais où ça ne bougera pas tout de suite. Après, il y a effectivement les évolutions et les décisions politiques, hein. Donc, la semaine dernière, mine de rien, c'est une annonce quand même importante qui a été faite, hein, sur la souveraineté des données et le souhait, en l'occurrence, de l'État français par rapport aux données de santé et autres. Donc on n'est jamais à l'abri de ça non plus, hein, un revirement des situations spectaculaires, comme on a eu pas mal depuis un peu plus d'1 an, hein, sur le sujet. Donc effectivement, il peut très bien se passer aussi un vrai coup de départ avec 6 mois ou 12 mois laisser aux entreprises de retirer certains types de données, certaines classifications de données des clouds américains. C'est tout à fait possible, hein. Donc on n'est pas à l'abri de ça non plus. C'est pas très prévisible, on va dire ça comme ça en ce moment. Effectivement, il y aura une question qui rejoint un peu le comparatif, hein, sur les grands américains ou autres chinois. Les grands groupes américains ou chinois investissent des milliards d'euros chaque année dans le développement de leurs services. On a dit, hein, un peu sur le webinaire. Alors, comment rattraper cela? Ça paraît une mission impossible. Alors, effectivement, hein, OVH n'a pas la puissance de frappe, j'ai envie de dire, d'un Azure ou d'un AWS. Par contre, nous comptons véritablement sur une notion d'écosystème, donc le fait de travailler avec un ensemble de partenaires pour justement développer de plus en plus notre offre cloud. Alors, il y a des choses qu'on va développer nous-mêmes, mais on va également donc compter sur nos partenaires, dont ITS Integra fait partie, pour développer des services à valeur ajoutée sur la base justement des infrastructures qui seront mises à disposition par OVH Cloud. Et j'ai envie de dire que la prise de conscience, elle est également là chez les cloud providers américains, dans le sens où cette notion d'écosystème, elle est également valable parce que nous travaillons avec des cloud providers américains, en l'occurrence Google. Nous avons signé un partenariat justement il y a quelques mois maintenant pour pouvoir proposer donc des services qui à la base étaient uniquement disponibles sur GCP, donc en l'occurrence Anthos, sur la base justement des infrastructures OVH Cloud.
donc de façon complètement souveraine. Donc cette prise de conscience vis-à-vis de la souveraineté européenne, les cloud providers américains en sont bien conscients et on compte bien les intégrer effectivement, et en l'occurrence, on a commencé avec Google, on compte bien les intégrer également à notre écosystème. D'ailleurs, ce partenariat entre OVH et Google a été pris en exemple par l'ANSSI dans sa communication récente sur le sujet justement de la souveraineté. Exactement. J'ai une question complémentaire de Teddy Pivoto. Donc, par rapport au HDS, OVH étant hébergeur HDS, est-il possible de travailler directement avec OVH? J'ai envie de répondre tout de suite, oui, absolument. Oui, bien sûr. Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, Jonathan. Donc oui, Non. c'est tout à fait le cas. J'en parlais tout à l'heure, on a effectivement plusieurs clients même qui sont dans ce cas de figure-là, où il y a, pour différentes raisons historiques ou autres, une partie des infrastructures potentiellement opérées par le client par ailleurs chez OVH Cloud et conforme en HDS. Ouais. Et la question complémentaire, pardon, c'était de dire quelle est la plus-value d'un ITS intégrant en l'occurrence là-dessus. ITS utilise-t-elle sa propre infra? Peut-on passer par ITS en demandant que l'infra soit chez OVH? Si vous voulez bien, je prends tout de suite la réponse parce que je suis plutôt bien placé pour en parler. Puisque je travaille ce genre d'approche-là au quotidien en termes d'offres. Donc, nous, notre plus-value, ça va être ce qu'on disait sur le dernier slide, c'est déjà apporter les briques aujourd'hui que OVH Cloud n'apporte pas. Donc, que ce soit sur des services managés ou certains services plutôt technologiques qui manqueraient autour de la sécurité, PA et ainsi de suite. Et puis, on peut effectivement aujourd'hui imaginer des cas de figure où vous pouvez prendre des services chez OVH Cloud. OVH Cloud, encore une fois, on travaille aussi par ailleurs avec des Azure, avec tout un tas de cloud providers aussi sur des solutions uniquement en SaaS. Pour nous, c'est juste un pilier supplémentaire et différenciant dans notre cloud mix. Donc, on traite de la même manière qu'un Azure. Et ça peut être particulièrement intéressant pour un client de passer par nous pour prendre les infrastructures OVH. Déjà, il y a effectivement une notion un peu de remise, partenariat, etc. Il y a la notion de support dont parlait Steve tout à l'heure. Donc, nous, on a cette garantie-là d'avoir le plus haut niveau de support. Ça, c'est hyper important, mine de rien. Et ça le restera toujours. Et puis le reste, effectivement, c'est moins technologique, mais plus dans nos petits bras, entre guillemets, qui vont vous accompagner. Donc, pour travailler au quotidien vos problématiques, travailler l'évolution de vos plateformes. Et ça peut être 100% chez OVH, ça peut être un mix entre nos plateformes, HDS ou pas d'ailleurs, et OVH. Les possibilités, j'ai envie de dire, sont relativement infinies là-dessus. Et n'hésitez surtout pas si vous voulez des précisions complémentaires, c'est avec plaisir que je vous les donnerai. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Je ne vois pas tout de suite. Je regarde si j'ai encore une question notée par ailleurs. Non, pas spécialement pour ma part, en tout cas. Si, non, on a déjà évoqué ce point-là aussi. Donc, non, pour moi, c'est bon. Je vérifie une dernière fois sur le chat. Non, c'est bon aussi. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'évoquer d'autres sujets directement avec Jonathan et nous, on est là, hein, de toute manière. Très simple à contacter par les réseaux sociaux et autres. Vous aurez, comme je vous l'ai précisé en début de session, un lien vers le replay de la session et les slides présentés. On serait ravis de discuter avec vous, hein, comme ça peut déjà être le cas sur plusieurs de nos clients où il y a des réflexions et des projets qui sont engagés en commun. C'est quelque chose qui est pour nous vraiment un beau sujet. C'est un partenaire qui fonctionne de manière très différente par rapport à un Microsoft Azure qu'on connaît par ailleurs aussi très bien. Ça fait du bien, franchement, dans ce cloud mixte, d'avoir quelqu'un avec un ADN peut-être un peu différent, avec un parcours complètement différent par rapport à des gros acteurs que nous avons nommés. Et c'est assez rafraîchissant. Et je pense que pour un client français ou européen, il y a vraiment des bénéfices à en tirer. On peut imaginer plein de choses. Nous, on suit en tout cas tout ça avec beaucoup d'attention. On suivra aussi les différentes acquisitions faites par OVH Cloud dernièrement. Donc, il y a eu notamment Blade Shadow, une grosse annonce tout récemment. Il y a Octave Club d'ailleurs qui a fait une belle interview là ce matin à la télé là-dessus. Je vous invite à suivre tout ça parce que très franchement, de manière générale, le monde du cloud public est assez passionnant et ça devient que plus passionnant en ajoutant un peu de piment d'un acteur comme OVH Cloud. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de fermer la session ici et maintenant et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.